Mes chers concitoyens, je tenais à m'adresser à vous aujourd'hui parce que l'Assemblée nationale a voté les lois sur la bioéthique. Nous avons en matière de bioéthique des enjeux extrêmement importants. Pourquoi? Parce que nous vivons en ce moment non pas une, mais des révolutions technologiques comme nous n'en avons jamais vécu dans toute l'histoire de l'humanité. Ces révolutions sont à la fois sur le numérique avec la présence de l'intelligence artificielle ou du quantique, mais également dans le domaine des biotechnologies, c'est-à-dire la capacité de modifier le génome humain ou de créer de nouvelles formes de vie. C'est la révolution des nanotechnologies, la matière que l'on ne voit même pas à l'œil nu, et puis également la révolution des neurosciences, c'est-à-dire la capacité de connecter le cerveau humain à la machine. Toutes ces choses sont extraordinaires et certaines d'entre elles dépassent même la capacité de notre cerveau à comprendre toutes ces implications. Face à cela, il faut voir comment on réagit au progrès. Je vous donne mon sentiment. Mon sentiment, c'est qu'une fois qu'une invention existe, il n'est pas possible d'y renoncer. En quelque sorte, vous savez, Prométhée, celui qui a volé le feu aux dieux sur l'Olympe dans la mythologie grecque, n'a jamais pu le rendre. Ensuite, c'est aux hommes de voir ce qu'ils font avec ces progrès technologiques. Le feu a chauffé nos maisons, notre nourriture, mais il a aussi permis de mettre le feu à la forêt ou de brûler nos villes. C'est donc non pas la technologie elle-même, mais l'usage de cette technologie qu'il faut encadrer, et c'est le rôle de la loi. Les sujets que l'Assemblée nationale a dû évoquer à travers ces lois bioéthiques étaient relativement graves, notamment la question de la procréation médicalement assistée. Celle-ci était possible depuis longtemps pour les couples qui avaient des problèmes d'infertilité. La question était de savoir s'il fallait ouvrir cette procréation médicalement assistée à toutes et tous, surtout en l'occurrence aux femmes qui vivent en couple de femmes et aux femmes seules. Il y a derrière cette question évidemment d'autres problématiques lourdes de sens, celle de la famille, celle de la capacité un jour de pouvoir porter des enfants, peut-être même en dehors du ventre d'une mère. La question que nous nous posions était de savoir si cette procréation médicalement assistée était possible ou pas s'il n'y avait pas de père dans le foyer. C'est une question très sensible. Je suis personnellement persuadé, et ça a été mon intime conviction, que ce qui est important pour un enfant, c'est avant tout l'amour que l'on porte. C'est l'amour qui permet de se construire soi-même, c'est l'amour qui permet de donner confiance, c'est l'amour qui permet d'aller en confiance dans la vie et vers les autres. Cet amour, il peut être porté bien sûr par un père et une mère, il peut être porté par des grands-parents, il peut être porté par une famille. C'est ça qui est important, c'est l'amour. En même temps, on ne pouvait pas nécessairement dire qu'on peut faire des enfants sans père. Et j'ai été extrêmement attaché à la question de ce qu'on appelle le droit aux origines. C'est-à-dire que même lorsque une mère fait un enfant par le biais de la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire avec du don de sperme, eh bien, il y a une importance pour l'enfant de savoir qu'il est conçu à partir de l'ADN d'un père et de l'ADN d'une mère, même si ce père, pour diverses raisons, n'est pas là. Et donc, j'ai voté la PMA à la condition que l'enfant puisse avoir accès à l'identité de son père. C'était une question lourde de sens. On aurait pu évidemment le refuser en France,
ça faisait partie des options. Mais il faut aussi voir que la France ne vit pas seule, parce que nous sommes aujourd'hui au milieu d'une Europe qui est ouverte. Et lorsque l'on regarde sur les 47 pays membres de la Grande Europe, vous savez que je suis également rapporteur général pour la science et la technologie au niveau de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe des 47 États membres, et bien sur les 47 États membres, il y a 26 États membres, 26, qui autorisent la PMA ou même parfois pour certains la GPA. Et ça n'a rien à voir d'ailleurs avec le côté religieux. Des pays très catholiques comme le Portugal par exemple autorise déjà, et parfois depuis longtemps, cette procréation médicalement assistée. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous sommes face à des enjeux de société qui sont extrêmement importants et qui nous ont conduits à prendre des responsabilités. Ça ne veut pas dire que l'on s'autorise aujourd'hui toutes les manipulations génétiques, technologiques, mais il faut aussi se rendre compte que même si parfois cela peut heurter nos valeurs, un certain nombre de ces progrès constituent le sens de l'humanité. J'en veux pour exemple que beaucoup de choses qui nous font peur sur les nanotechnologies, sur la manipulation génétique, soudain deviennent extrêmement importants pour nous lorsque nous sommes par exemple à l'hôpital et qu'il faut soigner un infarctus grâce à des nanorobots qui posent des stents ou lorsqu'il faut reconstituer un organe. Et voilà aussi le sens de ces progrès. Ce sont des progrès qui amènent pour l'homme toujours plus de liberté et souvent une meilleure santé. Il faut donc se rappeler que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais qu'il appartient aussi aux législateurs de permettre à la science d'avancer parce que c'est le progrès de l'humanité. Dans une loi, rien n'est jamais complètement parfait. Il est toujours difficile de se dire qu'on adhère à 100% d'un texte, mais je pense qu'aujourd'hui nous avons fait l'encadrement qui était nécessaire tout en permettant à la science et à la liberté de continuer à avancer. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.